Si iMarketing a eu plus de succès que sa concurrence, qu'il a aussi duré plus longtemps que sa concurrence, comme SpeakBuy, Impero Solutions, Green Gold et tout un tas d'autres plateformes qui ont fonctionné elles aussi avec un système Ponzi, c'est simplement parce que la compréhension de son business model, donc la compréhension du fonctionnement d'iMarketing, nécessite des connaissances particulières, des connaissances techniques dans des domaines bien précis, comme l'affiliation ou encore la publicité et de manière générale le business en ligne. Le problème, c'est que la majorité des gens n'ont pas ces connaissances techniques et du coup ça devient très compliqué de faire comprendre, d'expliquer, de présenter des preuves qui viennent attester qu'iMarketing fonctionne bien avec un système Ponzi parce que ces preuves sont elles aussi techniques. Du coup, ça laisse une porte ouverte au possible et il devient normal ou en tout cas explicable que beaucoup de gens se sont laissés entraîner dans cette opportunité. Dans cette vidéo, j'ai regroupé toutes les preuves que j'ai évoquées et que j'ai présentées dans les différentes vidéos que j'ai publiées sur iMarketing. Et l'idée, ça va être de faire le tri entre les preuves qui sont de l'ordre de la suspicion, donc ça veut dire qu'ils sont discutables, qui laissent une porte ouverte au fait qu'iMarketing n'est pas réellement d'activité derrière, mais que ça prouve rien. Et les preuves qui sont concrètes et qui prouvent très clairement par la technique que iMarketing fonctionne sur un système Ponzi, ou tout du moins qu'ils n'ont pas l'activité qu'ils prétendent avoir. Je t'explique tout en détail juste après l'intro. On fera également une conclusion pour évoquer un petit peu l'avenir d'iMarketing. Et comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je publie sur la chaîne. Et enfin, si tu veux savoir dans quoi j'investis personnellement, si tu veux connaître mon portefeuille d'investissement privé, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. C'est une webconférence, donc il faudra choisir une date et un créneau horaire qui te convient. Et dans cette webconférence, on parlera investissement privé. Je te présenterai justement mon portefeuille d'investissement privé, également quelques stratégies pour pouvoir commencer à investir dans des business rentables. On se retrouve juste après l'intro. À tout de suite. Ok, c'est parti. iMarketing, des vidéos, j'en ai fait quand même quelques-unes et surtout il y a un ordre chronologique dans la publication des vidéos. Il y a donc une histoire. Ça veut dire que les premières vidéos que j'ai publiées sur iMarketing, c'est celles dans lesquelles je parle d'iMarketing comme étant une opportunité, parce qu'à ce moment-là, comme la plupart des gens, je pensais que réellement iMarketing était une opportunité, on n'avait pas assez de recul. Et puis plus j'ai avancé dans l'enquête, plus je me suis aperçu qu'il y avait de véritables zones d'ombre sur iMarketing. Et puis un jour, je suis tombé sur une preuve qui concrètement m'a montré qu'iMarketing ne pouvait pas fonctionner avec le business model tel qu'il le présentait. Donc j'ai choisi de faire un autre style de vidéo concernant iMarketing pour présenter mes doutes, pour présenter les suspicions que je pouvais avoir et des éléments de preuve que je pouvais trouver au fur et à mesure de l'enquête. Ce qui fait que ces preuves, elles sont éparpillées un petit peu dans toutes les vidéos que j'ai publiées sur iMarketing. L'objectif et l'idée de la vidéo que je publie aujourd'hui, c'est de regrouper ces éléments de preuve, tout du moins celles qui sont les plus édifiantes, pour pouvoir te faciliter un peu les choses. Donc j'ai dissocié les preuves qui sont de l'ordre de la suspicion et des preuves qui sont concrètement formelles et qui prouvent clairement qu'iMarketing ne peut pas fonctionner avec le business model tel qu'ils veulent bien le présenter. Donc dans la première partie de la vidéo, je vais présenter ces preuves et dans la deuxième partie de la vidéo, on fera une conclusion et je parlerai également de business qui existent, des alternatives qui peuvent exister à iMarketing et on fera un point sur l'avenir d'iMarketing. Qu'est-ce qu'il risque de se passer pour la suite ? Le premier élément de preuve qui est considéré comme étant discutable est le fait qu'en tant qu'investisseur, on n'ait aucune visibilité sur les différentes campagnes de publicité qui seraient générées par nos robots. On a une visibilité sur les ventes qui ont été réalisées, mais pas sur les campagnes qui ont réalisé ces ventes. Et finalement, pourquoi cette preuve est considérée comme étant discutable ? Logiquement, parce que lorsqu'une entreprise a un système qui fonctionne, elle n'a aucune bonne raison de dévoiler ce système au risque de mettre à mal l'entreprise elle-même. Par exemple, Coca-Cola ne va pas dévoiler la recette de ses produits, sinon il y a le risque que la concurrence copie et duplique cette recette et prendrait du coup une part de marché de Coca-Cola et donc mettrait à mal l'entreprise elle-même. Donc au-delà de ne pas dévoiler cette recette, il la protège même. Pour iMarketing, ce qui m'a perturbé, c'est que c'est un petit peu différent parce que le produit, c'est pas une boisson, c'est la publicité. Et donc quel est finalement le destin d'une publicité ? C'est d'être diffusée en masse. Ça veut dire que le client final, celui qui va acheter le produit, a lui le droit de voir la publicité, mais pas l'investisseur. Et ça, c'est je trouve un petit peu dérangeant et du coup l'excuse du secret professionnel ou voilà on ne veut pas dévoiler parce qu'on ne veut pas se faire copier ne tient pas la route à mon sens. Et surtout que dans les derniers événements qu'on a pu avoir, ils avaient une carte en main,
c'est de montrer ses campagnes de publicité pour redorer un petit peu le blason et faire en sorte de montrer qu'il a une véritable activité derrière. Et du coup, de garder en fait ses investisseurs accrochés. Ils ne l'ont pas fait et je me demande réellement pourquoi. Comme je l'ai dit, finalement, tout le monde a le droit de voir les campagnes de publicité, sauf les investisseurs. Et ça, c'est dérangeant. Surtout que dans le monde de la publicité, il ne faut pas croire qu'il y a un secret qui fait que tout d'un coup, toutes les pubs ramènent énormément d'argent. On doit toujours se renouveler dans la publicité pour justement l'effet que je viens d'évoquer à l'instant, donc le fait qu'une publicité se diffuse. Donc la concurrence surveille toujours ce que font les concurrents. Et donc, ils recopient. Et plus les campagnes de pub sont recopiées, eh bien plus son efficacité redescend et donc il faut se renouveler, modifier un petit peu les stratégies, modifier les façons de faire, sinon ça ne peut pas tenir sur le long terme. Le principe et le fonctionnement, la réussite dans la publicité, c'est de se renouveler sans arrêt et de faire de nouveaux systèmes, soit vendre de nouveaux produits, soit de procéder d'une autre manière pour vendre le même produit. Donc c'est là où je trouve ce premier point, je comprends qu'il soit discutable, mais à mon sens, il montre quand même des éléments qui sont troublants concernant iMarketing. Le deuxième élément de preuve qui est considéré comme étant discutable est le fait que iMarketing, lorsqu'il fonctionne, lorsqu'il n'y a pas de blocage, incite au réinvestissement. Donc ça veut dire qu'il met en place des stratégies pour inciter les gens à réinvestir leur cashback. Donc c'est généralement sous forme de bonus, ça veut dire que par exemple il va offrir 10% à ceux qui réinvestissent leur cashback et 0% à ceux qui vont retirer leur argent. Donc par exemple lorsqu'une personne veut réinvestir son cashback à hauteur de 100 $, eh bien il va non pas avoir 100 $ dans la balance des annonces mais 110 $. 100 $ de réinvestissement plus 10 $, donc les 10% de bonus. En soi, je comprends parfaitement que cette preuve soit considérée comme étant discutable parce que a priori, ça paraît logique que iMarketing ait besoin que les gens réinvestissent pour pouvoir faire fonctionner la machine. Là où ça pose un petit peu problème, c'est que d'une part, iMarketing n'a logiquement pas besoin de ça parce que avec le système, avec le modèle économique qu'il met en avant, il a clairement la poule aux œufs d'or. Donc déjà, à la base, sans les investisseurs, il peut vivre puisqu'il suffit d'injecter sa propre trésorerie, sa propre argent pour faire fonctionner la machine. Donc le fait de faire rentrer les investisseurs dans le système, c'est un plus, c'est un moyen de développer l'entreprise et le réinvestissement est aussi un moyen de développer l'entreprise. Là où il y a, à minima, une erreur stratégique, c'est que iMarketing sait très bien qu'il y a le spectre Ponzi au-dessus de sa tête. Et que du coup, un Ponzi, il fonctionne comment? L'objectif, c'est de faire en sorte de maximiser les dépôts d'argent et de faire en sorte que les gens retirent le moins possible. Étant donné qu'iMarketing, avec son modèle économique, n'a logiquement pas besoin à ce que les gens réinvestissent sans arrêt, quand on propose entre 25 et 35% par mois, et en réalité on sait que c'est bien plus, on sait pertinemment que les gens d'eux-mêmes, ils vont réinvestir de l'argent, même s'ils vont retirer une partie, ils vont aussi réinvestir de l'argent parce que ça devient un revenu passif et une source considérable de revenus. Donc les gens, logiquement, si ça continue à fonctionner, ils ne vont pas s'en séparer. Donc ils auraient beaucoup mieux à gagner à simplement ne pas inciter au réinvestissement. Déjà, ils gagneraient plutôt leur bonus et ils gagneraient en crédibilité. Ça légitimiserait un peu plus le business, qui attirerait un peu plus de monde, ce qui enlèverait un petit peu de doute et ce qui ferait que d'autres personnes qui à la base n'investissent pas parce qu'ils ont cette suspicion, ces gens-là gagneraient en confiance et se mettraient à investir. Donc il n'y a à mon sens aucune logique de toujours faire des bonus au réinvestissement et du coup d'empêcher un petit peu de manière intelligente les retraits. Le troisième élément de preuve est le fait qu'iMarketing, à chaque fois qu'il traverse une crise, qu'il rencontre une difficulté, eh bien bloque les retraits, mais ne bloque pas les dépôts. Ça veut dire que les gens, concrètement, ils peuvent plus du tout retirer leur argent, par contre, ils peuvent déposer de leurs fonds propres. Un peu comme si les sources de revenus d'iMarketing ne dépendaient pas réellement du business model. Alors on peut dire que cette preuve est considérée comme étant discutable parce que finalement, on peut se poser la question, est-ce que iMarketing a de bonnes raisons de bloquer les retraits, enfin de bloquer les dépôts lorsqu'elle traverse une crise, de finalement bloquer ses sources de revenus. Et de l'autre côté, on a Eugène, le représentant d'iMarketing, qui dans les différentes réunions explique qu'il déconseille de réinvestir ou d'investir de l'argent et il déconseille également aux parrains de parrainer, de faire entrer de nouveaux investisseurs. Là où ça me pose concrètement problème, et c'est là où je considère que ça devient réellement une preuve, c'est qu'il y a une différence entre le discours de Eugène, donc du représentant d'iMarketing, et de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Eugène nous conseille aux parrains de ne pas parrainer et il conseille aux gens de ne pas investir, mais il sait très bien derrière que ça va se faire. Parce qu'il dit ça comme s'il n'avait pas le pouvoir de bloquer les dépôts. Donc il conseille quelque chose sans finalement aller au bout de l'action. Il conseille, mais laisse la possibilité de faire. On est
quelque part sur une forme d'hypocrisie à mon sens. C'est-à-dire que si vraiment la volonté était de faire en sorte que les gens ne réinvestissent pas, que les gens ne rentrent pas dans le système, eh bien dans ce cas-là, on bloque les dépôts à même titre qu'on bloque les retraits. Et en ce sens, effectivement, ça devient très très suspicieux. Quatrième élément de preuve que l'on peut considérer comme étant discutable, c'est le MLM. Le fonctionnement en MLM n'a absolument aucune raison d'être lorsqu'il s'agit d'un business d'investissement. D'autant plus lorsque le business en question propose des hauts rendements à 25-35% par mois et encore bien plus, comme c'est le cas par exemple d'iMarketing. Pourtant, je le sais très bien, il y a beaucoup d'entreprises qui vivent grâce au MLM et pour qui ça fonctionne très bien le MLM et ce depuis de nombreuses années. Et ce qui vraiment crée une ambiguïté, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est le MLM. Le MLM, c'est le simple fait d'aller recommander un produit et de toucher un pourcentage sur cette recommandation. Et après, ça va plus loin, on va pouvoir constituer des équipes parce qu'on va pouvoir gagner de l'argent sur les filleuls de nos filleuls, puis les filleuls de nos filleuls de nos filleuls. Bref, on va pouvoir créer un réseau, d'où le nom justement marketing de réseau. Et ça marche très bien lorsqu'il s'agit de tous les business qui ne sont pas des investissements. Dès qu'il s'agit de business d'investissement à haut rendement, le modèle de communication en MLM, donc le marketing de réseau, ne peut pas fonctionner. Et on va prendre l'exemple d'iMarketing. Et on va se remettre dans le contexte. iMarketing, ils ont une promesse de rendement à 25-35% par mois pour les investisseurs. On sait qu'en réalité, sur le terrain, c'est beaucoup plus que ça. Mais sur le papier, c'est la promesse qu'ils font. Donc ça veut dire que iMarketing a la possibilité de créer beaucoup plus de richesse que ça. Parce qu'il faut aussi qu'ils retirent de l'argent pour eux, pour l'entreprise. Donc en clair, ils ont créé la poule aux œufs d'or. On le sait, on a vu beaucoup de vidéos sur YouTube de gens qui disaient et qui montrent par les statistiques, moi si j'investis 100 $ à ce moment-là, je sais que dans 24 mois, je me retire avec des milliers et des milliers de dollars grâce au système d'iMarketing. Donc ça veut dire que iMarketing lui-même peut fonctionner de cette même manière, investir son argent propre pour réinvestir les gains tous les mois et donc à la fin, au bout de à peine quelques années, avoir une énorme trésorerie. Donc en gros, ça place les investisseurs au second plan en tant que acteurs qui viendraient développer un chiffre d'affaires plus rapidement. Et donc quand on sait ça, quand on a la poule aux œufs d'or, quel est l'intérêt d'aller utiliser un système de communication qui viendrait rendre viral le système? Parce que c'est ça le but du marketing de réseau, c'est de faire en sorte de créer de la preuve sociale, que les leaders se mettent à faire du témoignage, se mettent à aller recruter des gens et qu'il y ait tout un tas de gens qui arrivent en masse en tant qu'investisseurs. Alors que le bouche à oreille suffit simplement. iMarketing n'a qu'à investir sa propre trésorerie pour ensuite ouvrir quand même aux investisseurs, mais avec un fonctionnement de bouche à oreille qui fonctionnerait très bien. Croyez-moi qu'entre 25 et 35% par mois, il y aurait beaucoup d'investisseurs qui se rueraient dessus sans avoir besoin d'être parrainés à droite à gauche. Le parrainage ne fait que venir des gens qui sont à la base pas forcément des investisseurs professionnels. Ça, il faut bien le savoir. iMarketing n'a pas forcément, d'après le business model comme on le voit, il n'y a pas de logique à ce qu'il utilise ça et à devoir surtout payer des acteurs supplémentaires dans le système alors qu'il pourrait conserver beaucoup plus d'argent simplement en faisant fonctionner son bouche à oreille et sa propre trésorerie. D'autant plus que en fonctionnant de cette manière, il va peut-être gagner en rapidité, mais non pas en qualité. Et en plus de ça, il va mettre au-dessus de sa tête le spectre de Ponzi. Et donc, ça a plus d'aspects négatifs pour lui que d'aspects positifs d'un point de vue purement trésorerie, d'un point de vue purement chiffre d'affaires sur le long terme. Donc, c'est au minimum, une erreur stratégique. On passe tout de suite aux preuves incontestables, même s'il existe encore tout un tas de preuves qui sont discutables et qui pourtant ont elles aussi leur poids et leur rôle à jouer dans le fait de montrer qu'iMarketing n'a pas les activités qu'elle prétend avoir, qu'il n'utilise pas l'argent des investisseurs comme il prétend le faire. J'ai choisi de ne pas intégrer ces preuves dans cette liste pour que la vidéo ne soit pas trop longue et aussi parce que ces preuves sont un petit peu moins édifiantes que ce que j'ai présenté précédemment, comme par exemple le fait que Eugène soit le seul interlocuteur que nous ayons dans les différentes réunions, donc la seule personne qui nous retransmet des informations et qui nous explique ce qui se passe auprès d'iMarketing. Eugène ne semble pas avoir de backup à un point où s'il est malade ou qu'il est absent pour X ou Y raison, eh bien la réunion n'a pas lieu, elle est reportée et on n'a aucune visibilité sur qui est Eugène, qui sont les dirigeants, ce qui fait que finalement on ne peut même pas être sûr que dans ces réunions on ait toujours affaire à la même personne, à ce fameux
Eugène, et donc ça laisse planer un petit peu le spectre de la suspicion. On ne sait pas concrètement qui sont ces personnes, qui sont les dirigeants, et ça leur donne plein pouvoir en termes de communication, et ça nous rend, nous, investisseurs, otages de ce qu'ils veulent bien nous transmettre comme information, et finalement, on n'a que à croire ce qu'ils veulent bien nous dire. Ensuite, deuxième point, on peut avoir par exemple le fait que les trafics qui sont envoyés depuis le nom de domaine AI.marketing ou plus récemment cashbackpro.biz pour ceux qui ont suivi un petit peu de ce qui s'est passé après le blacklistage de la Russie, eh bien on s'aperçoit que ces trafics qui devraient être des trafics envoyés depuis les campagnes de publicité vers les différents agrégateurs sont beaucoup trop faibles. Il y a différents youtubeurs qui ont essayé de pister, de rechercher un petit peu les publicités et aussi de rechercher les trafics qui sont envoyés depuis ces noms de domaine vers les agrégateurs, et on s'aperçoit quand on rentre dans le détail, eh bien qu'en réalité, il y a très peu de volume de trafic qui part des noms de domaine AI.marketing et cashbackpro.biz vers les agrégateurs comme par exemple G2A Service. Ce qui laisse penser que finalement, ce qui envoie du trafic directement vers les agrégateurs, c'est plutôt le cashback online plutôt que des éventuelles campagnes de pub qui seraient créées. Tout un tas d'autres preuves qui sont discutables existent. Je pourrais, si vous le voulez, les présenter dans une autre vidéo, dites-moi-le en commentaire. En attendant, on passe aux preuves indiscutables, des preuves incontestables qui sont plus techniques. Donc, je vous invite à être concentré dans ce qui va se passer dans le reste de la vidéo. À tout de suite. Je vais maintenant présenter deux preuves considérées comme étant incontestables. Et ces preuves, on le verra, elles ont un lien entre elles et surtout, elles vont nous plonger dans la technique. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les vis et les boulons, je ne vais pas rentrer dans des choses trop complexes avec trop de détails, du moins pas plus qu'il n'en faut. Et je vais volontairement vulgariser l'information pour que ce soit plus clair, plus accessible pour tout le monde. Celles et ceux qui veulent plus de détails, n'hésitez pas à consulter les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Le premier élément de preuve considéré comme étant incontestable, c'est finalement tout simplement le business model d'AI Marketing lui-même qui est complètement impossible. En tout cas, avec autant d'intermédiaires à payer, autant d'acteurs dans le système. Pour rappel, lorsqu'une vente est réalisée, il va falloir rémunérer à la fois l'investisseur, mais aussi le parrain, mais aussi les différents employés qui travaillent pour AI Marketing, les frais de l'entreprise, l'électricité des locaux, le chauffage, tout ce qui va justement dans les frais de fonctionnement de l'entreprise. Et donc, avec tous ces acteurs, le business model n'est pas viable et n'est pas rentable pour une entreprise. On va voir en détail justement pourquoi cette preuve est incontestable. Avant ça, il faut remettre un petit peu AI Marketing dans son contexte pour bien comprendre toute la situation et expliquer quel est ce business model qu'utilise AI Marketing. AI Marketing s'inscrit comme étant une plateforme de cashback. Pour rappel très rapide, le cashback, c'est le fait de lorsqu'on veut acheter un produit par exemple sur Internet, eh bien de passer sur une plateforme comme AI Marketing, de chercher la boutique qui nous intéresse, de générer un lien, de passer sur ce lien pour faire l'achat. Et une fois que l'achat est effectué en passant par ce lien, on va retrouver un pourcentage de notre achat qui nous revient comme du cashback, donc comme de l'argent qui nous est rendu via la plateforme AI Marketing. Mais AI Marketing ne s'arrête pas là, elle propose également d'ouvrir une porte aux investisseurs. C'est-à-dire qui le veut peut investir de l'argent et en échange, AI Marketing va utiliser cet argent pour diffuser des campagnes de publicité, pour faire la promotion des différents produits, des boutiques qui seraient disponibles sur AI Marketing. Et donc l'investisseur va toucher un rendement sur ses activités, sur les campagnes qui ont été diffusées. Mais alors finalement, comment ça fonctionne d'un point de vue technique? Et c'est là justement qu'on se rend compte que c'est complètement impossible. Eh bien en fait, AI Marketing n'a pas directement des partenariats avec les différentes boutiques. Ce qu'ils font, c'est qu'ils s'inscrivent auprès de plateformes qui, eux, ont référencé tout un tas de boutiques, donc des boutiques qui leur font confiance et sur lesquelles des gens peuvent s'inscrire pour rejoindre les programmes d'affiliation. Donc au-delà des termes techniques comme ils sont présentés avec des mots comme cashback, agrégateur, en réalité AI Marketing, ce qu'ils font, c'est tout simplement de l'affiliation. Donc ils s'inscrivent sur des plateformes comme par exemple Admitad. Je présente Admitad parce que c'est la plus connue, c'est celle qui est la plus utilisée par AI Marketing, et en fait après il suffit simplement d'aller dans la partie programme, mes programmes, de s'inscrire au programme d'affiliation que l'on veut en utilisant la barre de recherche ici. Alors moi, pour les différents essais, tout au long de l'enquête, je me suis inscrit à différents programmes d'affiliation. C'est très rapide, ça se passe en quelques clics. Bien souvent, il n'y a pas réellement de vérification du site internet qui est proposé. Bref, c'est très simple. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout la partie chiffrée. Si on reprend ici les chiffres concernant Yves Rose, on a une commission de 12%. Ça veut dire que sur les produits qui vont être vendus avec l'affiliation Yves Rose, je vais toucher 12% sur la vente finale, sur le prix que le client final va payer. J'ai un délai de paiement à 34 jours, un taux de conversion à 0,5%. Ça va être justement important pour la deuxième preuve notamment. Donc en gros, c'est sur 100 personnes que je vais ramener dans le réseau, il va y avoir moins d'une personne qui va passer à l'achat. En gros, c'est ça, qui va faire une action. Taux d'approbation, 96%.
Et lorsqu'on voit les différents programmes, on peut en déduire, lorsqu'on fait une moyenne un petit peu, que tout ça confondu, ça fait à peu près une commission de 10%. On a des commissions à 15% ici, mais d'autres à 5%, d'autres à entre 1,5 et 7%, entre 2,61 et 3,91%. Donc voilà, en moyenne, on a à peu près plus ou moins 10% de commission sur la globalité des ventes réalisées. Donc si on remet dans le contexte d'iMarketing, ça donne quoi? Ça donne que les boutiques qui sont disponibles sur iMarketing passent par des plateformes comme Admitad. On le voit par exemple si on va ici sur iMarketing, qu'on va dans Cashback, on prend un agrégateur, par exemple celui-ci, Play Today, je vais cliquer dessus, ils mettent 12%, donc là on voit bien qu'ici on a les 12% qui correspondent à la commission là. Je vais aller activer mon cashback, je vais cliquer dessus. Je vais aller go to the site. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, ici on a été transféré sur cashbackpro.biz et non pas sur le nom de domaine AI pour marketing parce que depuis qu'il y a eu le blacklistage de la part de la Russie, eh bien, ils ont créé un autre site pour référencer justement les différents liens. Donc je vais aller go to the site et en fait je vais être transféré, on va le voir, sur un lien d'affiliation. Ici playtoday.ru et on voit, si je ne me trompe pas, voilà, c'est un lien d'affiliation Admitad. On le voit ici. OK ? Et ok, donc là c'est bon. Donc Admitad, ici si je fais mon achat, bon, là, en l'occurrence dans l'exemple je ne suis pas inscrit sur la plateforme, mais si je suis inscrit et que je vais passer par ce lien, je vais avoir une commission, donc 12% sur mon achat, 12% qui correspond à ça. Et donc c'est là où il y a un vrai problème. Parce que les campagnes de pub, donc elles seraient générées pour faire la promotion de ces différents produits et donc faire l'affiliation. Ça veut dire que si on prend un exemple tout simple et qu'ici on a un produit qui va être vendu à un client, donc un client qui va avoir une campagne de publicité, il voit un produit qui est intéressant par exemple sur Play Today, donc il se dit ok, je vais acheter ce produit-là, ça va lui coûter 100 €. Sur les 100 €, on est d'accord que iMarketing en réalité ne va pas toucher 100% de cette vente, c'est de l'affiliation. Il va toucher ici 12%. Donc ici, on va multiplier par 0,12. Il touche 12 €. Donc iMarketing touche 12 € sur la vente réalisée. Mais ce n'est pas du bénéfice, parce qu'il y a tous les frais qu'il faut imputer à ce montant-là. Il va falloir payer le parrain, il va falloir payer l'investisseur, il va falloir payer justement les employés, donc au prorata bien sûr, et il va falloir payer donc les différents frais qu'on a au fonctionnement de l'entreprise. Mais quand on voit un petit peu le système et quand on est sur iMarketing, on voit que l'investisseur touche 55% de la totalité du montant. 55%. Donc, en gros, ici, il va toucher 0,55, il va toucher 6,6% des 12 €. Et le reste, il part où? Il part dans le fonds de protection. Et on le voit dans les lignes, lorsqu'on va dans la partie vente, on voit le détail de tout ça. Et derrière, il va falloir payer encore tout le monde. Et marketing n'a pas encore retiré sa marge sur ça. Parce qu'au départ, lorsque j'ai commencé à avoir cette réflexion et à rechercher dans ce sens, je me suis dit, ok, en réalité, iMarketing, ils ont, lorsqu'il y a une vente qui est effectuée, ils touchent un certain pourcentage et ils ne redonnent pas la totalité aux utilisateurs, aux investisseurs. Mais comme on l'a vu ici, par exemple, comme on a pris cet exemple, il y a 12%. Et c'est exactement, sur Admitad, ce que va toucher iMarketing. Donc, ils ne prennent pas une marge sur cette partie-là. Ils n'annoncent pas, par exemple, 11% aux investisseurs de cashback, alors que c'est 12. Ils annoncent 12, alors qu'ici, on est bien sur une partie de commission 12. Donc, ils donnent le bon chiffre. Et pour autant, derrière, eh bien, ils vont donner 50%, 55% aux investisseurs et le reste au fonds de protection. Comment on paye les parrains? Comment on paye les employés? Comment on paye les frais de fonctionnement de l'entreprise? Comment on paye la campagne de pub elle-même? Et si on met tout ça bout à bout, si admettons on admet le fait que la partie de fonds de protection finalement c'est pas une vraie partie de fonds de protection et que dedans on inclut les frais de l'entreprise, mais alors dans ce cas ça veut dire que ici sur nos 12 €, on va multiplier par 0,45 qui est censé être le fonds de protection, on n'a que 5,44 € et dans ces 5,44 €, il faut payer le parrain, il faut payer les différents employés, il faut payer les frais de l'entreprise et il faut payer les frais de la campagne. Inconcevable, impossible. Parce que ça voudrait dire que la campagne qui a permis de vendre un produit dans cet exemple à 100 €, elle doit être à moins de 5,40 €. C'est complètement impossible, inconcevable. Et on va en passer maintenant à la deuxième preuve incontestable qui a un lien directement avec cette première preuve. Deuxième élément de preuve considéré comme étant incontestable, tout simplement les chiffres.
les statistiques de vente affichées sur chacun des comptes utilisateurs iMarketing. Autrement dit, la performance des robots, la capacité des robots à générer des campagnes de pub à chaque fois ultra performantes. Et on verra par les chiffres que ces performances sont juste impossibles. Alors bien sûr, on peut toujours se dire qu'il s'agit d'une intelligence artificielle, que finalement l'intelligence artificielle se positionnera toujours au-dessus de la main de l'homme, que même le meilleur des webmarketeurs, le meilleur des professionnels dans la publicité n'aura jamais le niveau d'une intelligence artificielle. Peut-être, mais honnêtement, je trouve l'explication un petit peu facile et un petit peu passe-partout. Alors on va voir en quoi cette preuve est incontestable. Lorsque j'ai débuté mon enquête sur iMarketing, j'ai choisi de m'orienter vers les chiffres, parce qu'à mon sens, c'est par les chiffres qu'on peut démontrer une cohérence ou une incohérence pour aller vérifier si oui ou non l'activité d'iMarketing est bel et bien celle qu'il prétend avoir. Et pour ceux qui s'en rappellent, dans les premières vidéos que j'ai publiées, j'ai utilisé un fichier Excel qui est celui-ci. Ce fichier, je l'ai tenu à jour de manière quotidienne pendant un certain temps, parce que sur la plateforme iMarketing, il y a tout un tas de données, de statistiques, mais c'est des statistiques globales. Ça veut dire qu'on n'a pas une vision sur le quotidien de, par exemple, les budgets pubs qui ont été dépensés, sur le nombre de personnes qui ont cliqué sur les publicités. Bref, on n'a pas cette vision au quotidien. Donc le fait de tenir à jour ce fichier m'a permis d'avoir une meilleure analyse au quotidien pour pouvoir recouper les informations et aller plus loin dans l'enquête. C'est d'ailleurs à partir de ce fichier, à partir de ces données, que j'ai pu repérer des incohérences qui montrent clairement que les performances avancées par les chiffres sur les comptes utilisateurs iMarketing sont clairement impossible. Et donc que les activités d'iMarketing ne sont pas celles qu'ils prétendent avoir et que les sources de revenus d'iMarketing ne sont pas celles qu'ils prétendent avoir. Donc pour bien comprendre ce raisonnement, j'ai extrait les données d'une journée. La journée que j'ai choisie, c'est le 30 mars 2021 parce qu'il fallait choisir une journée, j'aurais pu choisir une autre, mais voilà, il fallait en prendre une et celle-ci comporte pas mal de données qu'on va pouvoir exploiter et qu'on va pouvoir utiliser, analyser. Sur cette journée, il y a eu au total 4 865 $ de vente. Ça veut dire que sur les personnes qui ont vu les publicités, qui ont cliqué, qui ont acheté, au total avec tous les clients regroupés, ça fait qu'ils ont payé 4 865 et 15 centimes. Et le cashback, il est de 150 $. Premier élément d'analyse, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait le nombre de marques qui a été vendu pour cette seule journée. Donc ça veut dire ici, par exemple, si une marque comme Philips qui a vendu 2 produits, je crois. Ici, voilà, il y a 2 produits. J'ai référencé une seule fois la marque. Vraiment voir combien de marques ont été vendues sur cette même journée. Et au total, on a 37 marques pour la journée du 30 mars 2021. Alors pourquoi j'ai choisi cette analyse-là en premier lieu? Parce que ça me permet de voir combien de campagnes de pub ont été utilisées, ont été générées par les robots pour pouvoir générer justement ces ventes-là. Parce qu'on est bien d'accord, lorsqu'on fait de la publicité, il y a une logique. C'est-à-dire qu'on doit afficher un produit à la bonne personne. Donc là, forcément, il y a une campagne par marque parce que les produits sont tellement différents qu'on ne peut pas se dire, par exemple, qu'il y ait une campagne qui fait la promotion à la fois du produit Walmart, et puis Decathlon, et puis Sigabay, et puis Philips. Ce n'est pas du tout les mêmes produits. Donc on est d'accord, on ne va pas vendre, par exemple, une voiture à quelqu'un qui n'a pas le permis. Ça paraît inconcevable. Et là aussi, on ne peut pas se dire qu'il y a eu, par exemple, une campagne de publicité où on a fait un comparatif de prix, un comparatif de produits, parce que là aussi, on n'est pas sur les mêmes produits. On ne va pas comparer un produit de Decathlon qui pourrait être un vélo, un produit sportif, à par exemple Pandora qui est un bijou. Rien à voir. Personne n'ira comparer ces produits-là. Donc le principe d'une publicité, c'est afficher une publicité, donc le bon produit à la bonne personne et au bon moment. Donc ici, on a une campagne par marque. Et ce principe-là d'analyse, il fonctionne aussi si on se dit par exemple qu'iMarketing va acheter des campagnes de publicité en masse pour ensuite les redistribuer au détail sur les différents comptes utilisateurs. Là, on est sur une moyenne. Cette analyse se base sur une moyenne, donc ça marche aussi pour ce type d'aspect, ce type d'explication. Maintenant, on va aller vérifier au niveau des chiffres sur cette journée. Combien nous a coûté une campagne, combien ça nous a rapporté, quelle est la rentabilité. Donc, première chose, ici, le budget de pub de cette journée, il est à 87,45 $. Donc, ça veut dire qu'il y a 87,45 $ qui a été dépensé pour générer 4 865 $ de vente. Donc, ce chiffre-là, je l'ai eu grâce justement aux données au quotidien que j'ai remplies ici. Ça fait, juste pour indication, que le ratio de la journée, il est à 55,63. Ça veut dire que la campagne de publicité a généré 55, quasiment 56 fois le montant du budget investi dans la campagne. Donc 56 fois 87,45 $. Donc ça, c'est juste énorme. Juste pour la petite parenthèse, j'ai déjà fait des résultats avec un ratio à 30, 40 fois
Mais c'est de manière sporadique, c'est pas à chaque fois, c'est pas une moyenne. Quand j'arrive à avoir ces résultats, waouh, c'est vraiment très bon. Mais on n'est pas, normalement, c'est pas sur une moyenne. Donc là, déjà, c'est des résultats qui sont très très ouf. Ensuite, on va aller voir au niveau, et ça, c'est ça qui va nous intéresser, le budget d'une campagne de publicité. Donc le budget alloué par campagne de publicité. Donc pour avoir ce calcul, c'est très simple. J'ai fait quoi? J'ai fait le budget de la pub sur la journée, 87,45 $, divisé par le nombre de marques qui a été vendues. Parce qu'on a vu qu'il y avait une campagne par marque. Donc ça nous donne quoi comme résultat? Ici, on a un budget par campagne de 2,36 $. Alors là, je sais que tous ceux qui ont l'habitude de faire de la publicité ont déjà fait les gros yeux parce que clairement, c'est un budget qui est ridicule. Il est vraiment ridicule. Vouloir vendre un produit avec si peu de budget, c'est très très audacieux. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir combien on peut avoir de clics grâce à un budget de 2,36 $. Parce que très rapidement, pour comprendre un petit peu le fonctionnement de la publicité, eh bien, lorsqu'on lance une campagne de publicité, on a la possibilité d'utiliser le budget de la campagne uniquement quand la personne clique sur la publicité. Donc en gros, quand une personne voit la pub mais qu'elle ne clique pas, le budget n'est pas atteint. Mais lorsqu'une personne clique sur une pub, eh bien, il y a un coût, donc un montant qui va se déduire de ce budget. Pour pouvoir repérer le montant du clic, le prix du clic, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici reprendre les données du nombre de visiteurs. Donc ça, c'est le nombre de visiteurs total de toutes les campagnes de pub réunies de tous les jours depuis l'existence du robot. Donc en gros, il y a eu 31 542 personnes qui ont cliqué sur les pubs. Attention, c'est pas 31 542 clients, donc acheteurs, c'est 31 542 personnes qui ont cliqué sur les pubs sans forcément acheter. Parmi eux, il y en a qui ont acheté aussi. Montant total du budget dépensé, ici, un peu plus de 7 000 $. Là, encore une fois, c'est sur toutes les campagnes de pub, tous les jours confondus depuis l'existence du robot. Et donc, le coût du clic moyen, il est ici de 22 centimes de dollar. Pour avoir ce résultat, simplement, ici, on fait 7 014 $ divisé par 31 542 et on obtient donc 0,22 centimes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne clique sur une campagne de pub, en moyenne, ça va coûter 0,22 centimes. Donc, ça va être imputé à ce budget-là. Donc, dans ce budget de 2,36 $, on a une capacité ici de 11 clics. Pour avoir ce résultat, simplement, il faut faire 2,36 divisé par 0,22. Donc, sur 11 clics, il y a une personne forcément qui a acheté parce qu'il y a eu une vente ici par campagne. Donc, le taux de conversion, il est de combien? Il est de quasiment 10%, 9,41%. Quasiment une personne sur 10 qui clique sur la pub achète le produit. Et là, encore une fois, tous ceux qui font de la pub savent très bien que c'est des résultats qui sont complètement impossibles. C'est trop, là, c'est plus de la chirurgie, c'est du laser. C'est-à-dire que c'est vraiment inconcevable. Et on va mettre d'ailleurs en parallèle les chiffres qui sont donnés sur Admitad. On a vu dans la première preuve, lorsqu'on est allé sur Admitad, qu'on a regardé un petit peu ce qui était affiché ici en termes de programme d'affiliation et en termes de données par rapport au pourcentage de commission. Et j'avais dit qu'il y avait une donnée qu'on allait utiliser dans la deuxième preuve. Cette donnée, c'est le taux de conversion. Donc un taux de conversion, c'est le pourcentage d'utilisateurs redirigés sur le site de l'annonceur qui accomplit une action, donc qui accomplit un achat. Et donc là, on voit que les taux de conversion, Play Today, il est à 0,8%, donc en dessous de 1%. Ici, 0,5% pour Yves Rose, G2A 1,4%, Lenovo 0,2%, ici 0,8%, on a du mal à aller au-dessus d'1%, là 1,5%, ici 5,9%, mais c'est AliExpress, on connaît les prix des produits AliExpress. Bref, en clair, il y a un taux de conversion qui est extrêmement faible. Pas faible en réalité. Il est faible par rapport à ce que prétend e-marketing, mais il est normal pour de la publicité. Il est normal. Lorsque par exemple ici, sur 100 personnes voilà, on va rediriger sur le site d'Yves Rose, il y en a moins d'une qui va acheter un produit. Sur 100 personnes, moins d'une. Donc il faudrait 200 personnes en moyenne pour qu'une personne devienne cliente, pour qu'un clic devienne client. En clair, hein, vraiment en vulgarisant un petit peu les choses. Donc quand on met en comparaison par rapport aux éléments qu'on retrouve ici sur une seule journée, c'est complètement impossible. C'est complètement impossible. Le taux de conversion, il est beaucoup trop important. Et surtout que sur ces données-là, là on prend la donnée d'une journée, mais c'est un exemple que j'ai donné, bien entendu. J'ai fait l'analyse sur plusieurs journées et j'invite chacun d'entre vous à aussi faire cette analyse sur plusieurs journées. Vous allez voir que les données, ils sont juste improbables, impossibles. Des performances comme celle-ci sont simplement impossibles dans le monde de la publicité, que ce soit de l'intelligence artificielle ou non.
Maintenant, on va passer à la conclusion de cette vidéo. En résumé de cette vidéo, on peut dire sans se tromper qu'AI Marketing n'a pas les activités qu'il prétend avoir et que ses sources de revenus ne proviennent certainement pas de campagnes de publicité qui seraient générées par une intelligence artificielle. Par contre, il est impossible de dire comment AI Marketing utilise l'argent de ses investisseurs, sauf en émettant des théories. Et donc des théories, il y en a plusieurs qui circulent sur Internet, notamment une qui explique que AI Marketing utiliserait l'argent de ses investisseurs en investissant dans le marché de la crypto-monnaie, et que ce serait parce que le Bitcoin est en train de s'effondrer, bien que AI Marketing serait en difficulté. Alors j'ai d'autres explications à la situation, je les ai d'ailleurs présentées dans différentes vidéos, notamment la dernière que j'ai publiée sur la chaîne YouTube, et je vais te donner mon point de vue sur la situation actuelle d'AI Marketing et sur les perspectives d'avenir avec AI Marketing. Alors ma position est toujours la même, à savoir que, à mon sens, la source principale de revenus d'AI Marketing, c'est le Ponzi. Donc le fait que les rendements des anciens investisseurs soient payés par les investissements des nouveaux investisseurs. Et en réalité, AI Marketing, ils mettent en place un système 2.0 de Ponzi. Ça veut dire qu'en parallèle, ils vont faire en sorte que les utilisateurs d'AI Marketing retirent le moins possible. Donc ils vont inciter au réinvestissement, ça peut être par l'intermédiaire de bonus au réinvestissement, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, à hauteur de 10% généralement. Ils vont aussi mettre en place de hauts rendements pour pouvoir donner une perspective d'intérêt composé, donc de faire en sorte que les investisseurs, les utilisateurs d'AI Marketing se fixent un objectif de revenus mensuels à générer avec leur investissement, et donc ils vont réinvestir les gains tant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Et là, on arriverait dans une situation de saturation où il y a plus de demandes de retrait, donc de sortie d'argent, qu'il y a d'entrée. Comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, je pars du principe que les bugs techniques tels qu'ils sont expliqués ne nécessitent pas autant de temps pour justement trouver une solution et réparer ces incidents techniques. D'autant plus que plus on avance dans le temps, plus on a des excuses différentes pour justifier le fait que les retraits ne sont pas possibles. Bientôt, je pense qu'on aura une attaque d'aliens ou une chute de comète. Mais en tout cas, il n'y a plus rien de cohérent. Le temps est beaucoup trop long. Et comme je l'ai expliqué, eh bien, ce temps, à mon sens, permet à AI Marketing de continuer à récolter des dépôts parce que Eugène, l'interlocuteur que nous avons dans les réunions, l'a dit lui-même. Depuis Nouvel An, il y a eu, je pense, de mémoire, 250 000 comptes qui a été créé et donc 5 000 comptes par jour. Parmi eux, forcément, il y en a qui ont fait des dépôts. Donc je pense qu'ils ont un objectif de dépôt à atteindre et une fois qu'il sera atteint, s'ils l'atteignent, ils pourront réouvrir. Alors, ils réouvriront seulement dans une situation parce qu'il y a deux possibilités finalement. Réouverture ou pas réouverture. Et dans les deux cas, ils ont tout intérêt à rester ouverts pour le moment. Parce qu'il y a des gens qui continuent à déposer, des gens qui continuent, malgré la recommandation d'Eugène, qui continuent à parrainer d'autres personnes. On le voit par exemple sur YouTube avec des liens d'affiliation qui traînent un peu partout. Donc les gens continuent à parrainer. Tant qu'ils continueront à le faire et que les retraits ne seront pas possibles, ils n'ont aucun intérêt à partir avec la caisse. Et s'ils ont une perspective, une possibilité de rouvrir, ce sera avec une condition particulière. Tout comme la première fois que je l'avais déjà évoqué, ils rouvriront uniquement s'ils arrivent à trouver une solution pour que les gens ne puissent pas retirer, donc qui est quelque chose de bloqué. Et je pense que ça commence un petit peu à prendre cette perspective en nous expliquant que les agrégateurs sont un petit peu réticents parce qu'il y a eu des plaintes qui ont été faites par différents utilisateurs d'AI Marketing. Donc je pense qu'on va tendre vers ça. Au moment où je publie cette vidéo, je crois qu'il y a une réunion demain, si elle n'est pas reportée, s'il n'y a pas eu cette fameuse attaque d'aliens. Normalement, on devrait tendre vers quelque chose comme ça. S'il y a réouverture, normalement les retraits ne pourront pas se faire librement. Il y aura une condition à ces retraits parce qu'un Ponzi ne pourra pas fonctionner comme ça. Si tout le monde retire son argent, eh bien clairement le truc s'effondre. Et ça avait été le cas déjà lorsqu'il y a eu une sortie de crise du blocage qui avait été effectué par la Russie. Donc en clair, je pense qu'il y aura réouverture. S'il y a réouverture, c'est dans des conditions particulières et à ce moment-là, il y a de grandes chances que ça ne dure plus des mois et des mois. On est très proche de la fin. Dans tous les cas, c'est pas dans ce type de business qu'il faut investir parce que les risques sont beaucoup trop élevés et clairement, maintenant, on le sait, il y a eu tout un tas d'exemples. Green Gold, Impero Solutions, SpeakBuy, AI Medicine, ZBull. Tous ces business ont un petit peu le même ADN, le même schéma. Ils utilisent le MLM, ils promettent des hauts rendements, il y a plein de zones d'ombre et au final, ils partent tous avec la caisse. Donc ce qu'il faut faire, c'est choisir des vraies opportunités d'investissement. Malheureusement, elles se situent très rarement sur Internet. Personnellement, moi j'ai choisi d'investir dans ce qu'on appelle les investissements privés. Donc en gros, c'est des entreprises qui ouvrent leurs portes aux investisseurs, mais dans un cercle privé, dans un nombre limité. Donc ils ont un objectif, par exemple acheter un stock, et du coup ils font appel aux investisseurs,
Et une fois qu'ils ont suffisamment récolté d'argent, ils ferment la porte. Il n'y a plus d'investisseurs qui peuvent rentrer dans le business et tous les mois, ils utilisent l'argent qui a été investi par les investisseurs pour racheter le stock. Et donc, dans la transaction et la vente du stock, ils vont générer un bénéfice et une partie du bénéfice donc, va être reversée aux investisseurs. En fonction de la rapidité de l'écoulement du stock, eh bien, le rendement peut être plus ou moins important. Alors, comme son nom l'indique, c'est des investissements privés, donc on ne rentre pas comme ça dans ce type de business. Si tu veux en savoir plus, si tu veux savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est exactement, si tu veux connaître mon portefeuille d'investissement privé, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. C'est une webconférence, donc il faudra que tu choisisses une date et un créneau horaire qui te convient. Et à partir de là, tu pourras donc découvrir tout ce que j'ai à expliquer dans cette webconférence. En attendant, te prends pas trop la tête et fais attention à toutes ces opportunités d'investissement qui n'en sont pas réellement. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao.